Le millionnaire a abandonné cruellement la femme qu'il aimait. 25 ans plus tard, il est resté paralysé en voyant une serveuse identique à son amour dans un restaurant de luxe. Il s'est approché. Le soleil se couchait sur Lyon, baignant les façades historiques dans une lueur dorée. Louis Carpentier ajusta sa cravate de soie en sortant de sa voiture, confiant son véhicule de luxe au voiturier du Grand Véfour, l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. « Monsieur Carpentier, quel plaisir de vous accueillir !» s'exclama le maître d'hôtel en s'inclinant légèrement. « Votre table habituelle est prête ?» Louis hocha la tête avec cette assurance que confèrent 48 années d'existence, dont 30 passées à diriger l'un des plus grands empires industriels de France. Son rendez-vous n'était pas encore arrivé, ce qui lui convenait parfaitement. Il préférait toujours être le premier, une habitude qui lui avait bien servi dans les affaires. « Un Macallan, s'il vous plaît, Nit », commanda-t-il au serveur qui s'était matérialisé à ses côtés. Tandis qu'il attendait son whisky, Louis sortit son téléphone pour vérifier ses emails. Le diagnostic était tombé la semaine dernière. Anévrisme cérébral, inopérable. 6 mois, peut-être 1 an à vivre. Il n'avait pas encore digéré l'information. Comment accepter une telle sentence quand on a bâti sa vie sur le contrôle ? « Votre whisky, monsieur », dit une voix féminine. Louis leva les yeux et le monde s'arrêta de tourner. Devant lui se tenait un fantôme aux yeux verts émeraude, aux cheveux châtains qui tombaient en vagues douces sur des épaules fines. Ce visage, c'était impossible. « Florence », murmura-t-il, le souffle coupé. La jeune femme fronça les sourcils, visiblement décontenancée. « Pardonnez-moi. »« Monsieur, je m'appelle Anaël. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Louis déglutit péniblement. Cette voix n'était pas celle de Florence, mais le visage, mon Dieu, c'était comme voir Florence ressuscitée, rajeunie de 25 ans. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il en reprenant contenance. « Vous ressemblez étrangement à une vieille connaissance. » La jeune femme hocha poliment la tête et s'éloigna. Louis la suivit du regard, incapable de détacher ses yeux d'elle. Son cœur cognait douloureusement dans sa poitrine. Il porta une main tremblante à son front moite. Était-ce une hallucination ? Un effet secondaire de sa condition médicale, à 80 km de là, dans un petit village près d'Annecy, Marie Bonnet arrangeait un bouquet de fleurs fraîches sur la table de chevet de Madame Leroy, une dame âgée dont elle s'occupait depuis presque 5 ans. « Vous êtes un ange, Marie », sourit la vieille dame en posant sa main ridée sur celle de sa soignante. « Ces jonquilles sont mes préférées. Comment avez-vous su ?» Marie sourit tendrement. Elle avait toujours eu cette capacité à percevoir ce que les autres aimaient, comme un 6e sens. « Intuition », répondit-elle simplement en lissant les draps. À 45 ans, Marie était appréciée de tous les résidents de la maison de retraite Les Cèdres. Sa douceur naturelle et son sourire mélancolique inspiraient confiance instantanément. Seuls quelques-uns connaissaient son histoire, ou du moins les fragments qu'elle-même en connaissait. Un accident, une perte de mémoire, un nouveau départ dans ce village paisible. Elle alluma la petite radio sur la commode. Les premières notes d'une mélodie envahirent la pièce. Il m'a dit « Tu es belle ». Et là, j'ai su que j'étais perdue. Marie se figea. Une douleur lancinante lui traversa le crâne, accompagnée d'images fugaces. Un jardin de roses, un jeune homme au sourire éblouissant, des mains entrelacées. « Marie, ça ne va pas », s'inquiéta Madame Leroy. La chanson continuait, implacable, réveillant quelque chose d'enfoui au plus profond d'elle, dans le jardin de son père. « Il m'a juré fidélité éternelle. Ce n'est rien », balbutia Marie en éteignant précipitamment la radio. « Un peu de migraine, ça va passer. » Elle s'excusa et sortit prendre l'air, dans la cour de la résidence. Elle s'assit sur un banc, le souffle court. Ce n'était pas la première fois que de tels flashs la perturbaient, mais jamais ils n'avaient été aussi intenses, aussi réels. De retour à Lyon, Louis n'écoutait pas un mot de ce que disait son associé. Ses yeux revenaient sans cesse vers la jeune serveuse, Anaël. Ce nom ne lui disait rien. Et pourtant, « Louis, tu m'écoutes », s'impatienta Bernard Duval, son partenaire d'affaires depuis 2 décennies. « Pardonne-moi, Bernard, cette migraine. » Bernard suivit son regard et aperçut Anaël. « Ah, je vois ce qui te distrait, » sourit-il avec un clin d'œil complice.
Elle est charmante, mais un peu jeune pour toi, non ? Louis ne répondit pas. Si seulement Bernard savait. Il sortit discrètement son téléphone et prit une photo de la jeune femme. Quand elle eut le dos tourné, il avait besoin de savoir. Cette ressemblance ne pouvait être une coïncidence. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, Louis glissa un généreux pourboire au maître d'hôtel. La jeune serveuse, Anaël. Quel est son nom de famille ? L'homme hésita, mais le billet de 100 € était persuasif. Dumont, Anaël Dumont, elle travaille ici depuis 6 mois. Le lendemain matin, dans son bureau dominant la Saône, Louis fixait son téléphone, indécis. Finalement, il composa un numéro. « Pierre, c'est Louis Carpentier. J'ai besoin de tes services, discrètement. » Pierre Moreau était le meilleur détective privé de Lyon. Louis l'avait engagé plusieurs fois pour des affaires professionnelles. Mais cette fois, c'était personnel. 1 heure plus tard, Pierre était assis face à lui. « Je veux tout savoir sur cette jeune femme », expliqua Louis en lui montrant la photo d'Anaël. Son passé, sa famille, tout. Pierre examina la photo, puis dévisagea Louis avec curiosité. « C'est personnel. »« Très. » Le détective hocha la tête sans poser plus de questions. C'était ce que Louis appréciait chez lui. « J'aurai des informations préliminaires d'ici demain. » Après son départ, Louis ouvrit le tiroir inférieur de son bureau, celui qu'il gardait toujours verrouillé. Il en sortit une vieille boîte en bois. À l'intérieur, une unique photo. Florence Delacour, 20 ans, souriante dans un jardin de roses. La ressemblance avec Anaël était frappante, indéniable. Louis caressa la photo du bout des doigts, submergé par les souvenirs. « Que s'est-il passé, Florence ?» murmura-t-il. « Où es-tu maintenant, à cet instant précis ?» Comme si l'univers répondait à sa question, son téléphone vibra. C'était Pierre. « Louis, je viens d'obtenir une première information. Anaël Dumont a grandi dans un orphelinat. Elle y a été placée à sa naissance, il y a 25 ans. » Louis sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. 25 ans. Exactement le temps écoulé depuis sa rupture avec Florence. Depuis que sa mère l'avait convaincu que Florence l'avait trahi. « L'orphelinat ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Quel est son nom ?»« Saint-Vincent de Paul, à Lyon. » Louis raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Il ne croyait pas aux coïncidences. Mais il croyait au destin. Et le destin venait de frapper à sa porte. Sous les traits d'une jeune serveuse aux yeux verts, Louis n'avait pas dormi, les yeux cernés. Il contemplait l'aube qui se levait sur Lyon depuis la baie vitrée de son appartement, dans sa main, un verre de cognac à peine entamé. Sur la table basse, la photo de Florence et les premières notes de Pierre sur Anaël. Son téléphone vibra, c'était sa mère. « Louis, chéri, j'attends toujours ta confirmation pour le gala de samedi. » La voix d'Hélène Carpentier, à 75 ans, n'avait rien perdu de son autorité naturelle. « Je ne suis pas sûre d'y aller, maman. » Absurde. C'est le gala annuel de la Fondation. Ta présence est indispensable. Louis soupira. Sa mère avait toujours su le faire plier. J'y réfléchis, concéda-t-il avant de raccrocher. Il se dirigea vers sa salle de bain quand son téléphone vibra à nouveau. Pierre, cette fois. J'ai du nouveau. On se retrouve au café habituel. Pierre Moreau sirotait un café noir lorsque Louis s'installa face à lui. Le détective poussa une chemise cartonnée vers lui. Anaël Dumont, née le 3 mars 2000, abandonnée à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul à sa naissance. Aucune information sur les parents biologiques. Louis ouvrit le dossier avec des mains tremblantes, une copie du certificat de naissance, quelques photos d'école, un CV récent. Elle a obtenu son bac avec mention, a commencé des études de lettres à l'université mais a abandonné pour raisons financières. Elle enchaîne les petits boulots depuis. Louis examina une photo récente d'Anaël. La ressemblance avec Florence était si troublante qu'il en avait presque le vertige. « Je veux que tu trouves tout ce qui concerne Florence Delacour après notre séparation, » murmura Louis. « Tout. » Pierre hésita. « C'est personnel, n'est-ce pas, cette fille? Tu penses qu'elle pourrait être? Fais ce que je te demande, Pierre, et sois discret. » Le soir même, Louis retourna au Grand Véfour. Il s'installa à la même table que la veille, attendant avec une impatience mal dissimulée quand Anaël apparut. Il sentit son cœur s'emballer. Elle le reconnut immédiatement et s'approcha, professionnelle malgré une légère réticence. « Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous servir ce soir ?» « Un macallan, comme hier, et j'aimerais que ce soit vous qui me serviez toute la soirée. » Elle fronça les sourcils. Méfiante,
Je serai votre serveur attitré, oui. » Tandis qu'elle s'éloignait, Louis fut transporté 25 ans en arrière, été 1999. Domaine familial des Carpentier, près de Paris. Le jeune Louis, 23 ans, héritier déjà promis à un brillant avenir, s'était éclipsé de la réception organisée par sa mère. Dans les jardins du domaine, il s'était retrouvé face à Florence Delacour, fille du nouveau jardinier. « Tu n'es pas censé être ici », avait-il dit, sans conviction. « Je sais », avait répondu Florence avec un sourire espiègle. « Mais les roses sont plus belles que vos invités. » Louis n'avait pu s'empêcher de rire. Ce jour-là avait marqué le début de leur histoire. Des rendez-vous secrets dans la roseraie, des promesses murmurées sous les étoiles, des projets impossibles. Florence, brillante mais issue d'un milieu modeste, rêvait de devenir écrivaine. Louis s'imaginait quitter l'empire familial pour une vie plus simple à ses côtés. Jusqu'à ce jour d'automne où Hélène l'avait convoqué dans son bureau. « Cette fille n'est pas pour toi, Louis. Elle te manipule. Tu ne la connais pas, maman. Au contraire, je la connais mieux que toi. » Hélène avait posé sur son bureau des photos, Florence, dans les bras d'un autre homme. Des lettres aussi, supposément écrites par Florence, mentionnant un plan pour soutirer de l'argent à la famille Carpentier. « Elle se moque de toi, Louis. Ouvre les yeux. » Au restaurant, Anaëlle revint avec son whisky, interrompant ses souvenirs douloureux. « Voilà, monsieur. Désirez-vous commander ?»« Pas encore. Dites-moi, Anaëlle, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Elle parut surprise par la question, mais répondit poliment. « 6 mois environ. Et avant ?» Son visage se ferma légèrement. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, monsieur. » Louis sortit sa carte de visite et la lui tendit. « Je pourrais vous offrir un meilleur emploi dans mon entreprise. » Anaëlle regarda la carte, puis Louis, une étincelle de colère dans les yeux. « Je ne suis pas intéressée. Merci. » Elle s'éloigna rapidement. Louis la regarda partir, conscient d'avoir maladroitement brûlé les étapes. Un homme s'installa face à lui. « Qu'est-ce que tu fabriques, Louis ?» Bernard Duval, son associé, paraissait contrarié. « Tu étais censé rencontrer les Japonais ce soir. J'ai dû les gérer seul. Désolé, j'avais autre chose à faire. » Bernard suivit son regard jusqu'à Anaëlle. « Ne me dis pas que c'est pour elle que tu as séché la réunion la plus importante du trimestre. »« Louis, que se passe-t-il » À des kilomètres de là, Marie rangeait la cuisine de la maison de retraite après le dîner. La radio jouait doucement en fond. « Marie, tu as entendu ?» lança Mathilde, sa collègue. « Ils vont passer un documentaire sur les grandes familles industrielles françaises. Les Carpentier seront à l'honneur. » Marie se figea. Carpentier. Ce nom résonnait étrangement en elle. Une douleur aiguë lui traversa la tempe. « Je t'aime, Florence, pour toujours. » Un jeune homme, des roses, ses lèvres sur les siennes. « Marie, ça va. » Elle s'appuya au comptoir, haletante. « Oui, juste un vertige. Ça va passer. » Dans son bureau, Hélène Carpentier raccrochait son téléphone, le visage sombre. Son informateur venait de lui apprendre les visites répétées de Louis au Grand Véfour et son intérêt pour une jeune serveuse. Elle ouvrit son ordinateur et tapa rapidement un email à Denis Lambert, son homme de confiance depuis 30 ans. Urgence. Besoin d'informations sur une certaine Anaëlle Dumont, serveuse au Grand Véfour. Hélène se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Derrière une rangée de livres se trouvait un coffre-fort dont elle seule connaissait la combinaison. Elle l'ouvrit et en sortit un dossier jauni par le temps. Sur la couverture, un nom, Florence Delacour. « Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit », murmura-t-elle. Pas une seconde fois. Le lendemain soir, Anaëlle terminait son service quand elle aperçut Louis Carpentier. Encore, il l'attendait à la sortie du personnel. Elle accéléra le pas, ignorant son salut. « Mademoiselle Dumont, s'il vous plaît, juste 5 minutes. Écoutez, monsieur Carpentier, je ne sais pas ce que vous me voulez, mais ça devient gênant. » Louis sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai de bonnes raisons de croire que vous et moi avons un lien. » Anaëlle le dévisagea, méfiante. « Quel genre de lien ? Connaissez-vous vos parents biologiques ?» La question la frappa comme une gifle. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise, puis se durcirent. « De quel droit ?» commença-t-elle, furieuse. « Je crois que votre mère s'appelait Florence Delacour. » Anaëlle recula d'un pas. Déstabilisée. « Comment savez-vous ?»« Parce que j'ai connu Florence. » « Très bien. » La compréhension se fit jour dans les yeux d'Anaëlle. « Vous insinuez que... » Louis acquiesça lentement.
Je pense que je suis votre père, Anaël. » Le monde sembla s'arrêter autour d'eux, puis, sans crier gare, Anaël gifla Louis de toutes ses forces. « Comment osez-vous » cria-t-elle, attirant l'attention des passants. « Comment osez-vous venir me harceler avec ces mensonges ?» Le directeur du restaurant sortit précipitamment. « Que se passe-t-il ici ?»« Monsieur me harcèle, » lança Anaël, tremblante. « Monsieur Carpentier » s'étonna le directeur, visiblement mal à l'aise. « C'est un malentendu » tenta d'expliquer Louis. Mais Anaël ne l'écoutait plus. Elle s'éloigna rapidement, disparaissant dans la nuit lyonnaise, laissant Louis seul avec sa vérité éclatée et une marque rouge sur la joue. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à quelques mètres de là, dans une voiture discrète, Denis Lambert observait toute la scène, son téléphone à l'oreille. « Oui, Madame Carpentier, j'ai tout vu, et j'ai peur que vos soupçons soient fondés. » Le téléphone sonna 3 fois avant que Pierre ne décroche. « J'ai du nouveau », annonça-t-il sans préambule. Louis se redressa dans son lit. Il était 4 heures du matin, mais le sommeil l'avait fui depuis sa confrontation avec Anaël. « Je t'écoute. J'ai retrouvé la trace d'Anaël à l'orphelinat. La date de naissance correspond parfaitement. 9 mois après ta rupture avec Florence. » Louis ferma les yeux. Une partie de lui l'avait toujours su. « Et Florence ?» demanda-t-il, la gorge serrée. C'est là que ça devient étrange. Elle a littéralement disparu fin 1999. Pas de traces administratives, pas de contrat de travail, rien pendant presque 2 ans. Puis, en 2001, une Florence Delacour obtient un certificat de décès à Marseille. Accident de voiture. Louis sentit son cœur se briser une seconde fois. « Mais j'ai vérifié les détails », continua Pierre. Le corps n'a jamais été formellement identifié et il y a autre chose. Louis attendit, suspendu aux paroles du détective. Juste avant sa disparition, Florence a été admise dans une clinique privée, la clinique du Lac, propriété de la Fondation Carpentier, acheva Louis, glacé. Un silence lourd s'installa. « Louis, je crois que ta mère est impliquée dans cette histoire. » Anaël claqua la porte de son petit studio, les mains tremblantes. Elle se laissa glisser contre le mur jusqu'au sol. Son téléphone vibra. C'était le directeur du restaurant. « Anaël, suite à l'incident de ce soir, je suis au regret de vous informer. » Elle n'écouta pas la suite. Licencié, bien sûr. On ne gifle pas Louis Carpentier. L'un des hommes les plus puissants de Lyon, sans conséquence. Son regard tomba sur l'enveloppe qu'elle avait arrachée des mains de Louis avant de s'enfuir. Elle l'ouvrit avec des doigts fébriles. À l'intérieur, une vieille photo, une jeune femme souriante dans un jardin de roses. Le choc lui coupa le souffle. C'était comme se regarder dans un miroir temporel. Elle retourna la photo. Au dos, une inscription à l'encre bleue. Florence, été 1999. Florence Delacour, sa mère biologique, et Louis Carpentier prétendait être son père. Impossible, murmura-t-elle. Pourtant, cette ressemblance, elle sortit son téléphone et chercha des images de Louis Carpentier jeune, la forme de la mâchoire, le regard. Elle se leva brusquement et courut aux toilettes, prise de nausée. Marie se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur. Encore ce rêve, un jardin de roses, un jeune homme, et un sentiment d'amour si intense qu'il lui brûlait la poitrine, puis l'obscurité, la peur, des murs froids, et ce sentiment d'avoir perdu quelque chose d'infiniment précieux. Elle se leva et se prépara pour sa journée de travail. En ouvrant les rideaux, elle aperçut un journal abandonné sur le palier de son modeste appartement. En première page, une photo attira son attention. Louis Carpentier lors d'une soirée de gala, son visage, familier et étranger à la fois, une douleur sourde palpita dans sa tempe. Elle repoussa cette sensation et se dépêcha. À la maison de retraite, sœur Thérèse l'attendait pour sa toilette matinale. La vieille religieuse de 85 ans était sa résidente préférée, avec ses yeux rieurs et ses histoires du couvent où elle avait passé la majeure partie de sa vie. « Bonjour, ma petite Marie », sourit la vieille dame en lui tendant ses mains ridées. « Tu as l'air troublée ce matin. » Marie sourit faiblement. « Juste des rêves étranges, ma sœur. Rien d'important. » La religieuse lui serra la main avec une force surprenante. « Les rêves sont parfois des messages, ma fille. Ne les ignore pas. » Dans son bureau parisien, Hélène Carpentier examinait le rapport de Denis Lambert. La ressemblance entre cette serveuse et Florence était indéniable, et les dates concordaient parfaitement. Elle prit son téléphone. « Maître Vauzel, Hélène Carpentier, j'ai besoin que vous révisiez mon testament, immédiatement. »
Elle raccrocha et se tourna vers la fenêtre. Si Louis découvrait toute la vérité, tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait. Elle ne pouvait pas le permettre. Son téléphone sonna à nouveau. « Madame » commença Denis. « J'ai une information importante. La fille a perdu son emploi suite à l'incident. » Hélène sourit. Une opportunité. Trouver un moyen de lui faire parvenir une offre d'emploi. Anonyme, quelque chose qui l'éloignera de Lyon. Bien, madame. Louis marchait d'un pas vif vers les bureaux de Pierre. Le détective l'attendait, l'air grave. J'ai trouvé des documents sur l'admission de Florence à la clinique du Lac, annonça-t-il en lui tendant un dossier. Elle a été internée pour instabilité émotionnelle et comportement erratique. Le document porte la signature de ta mère en tant que garante. Louis examina les papiers, le cœur serré. Ces documents sont des faux, murmura-t-il. Florence n'était pas instable. Elle était enceinte, acheva Pierre. Selon mes calculs, elle devait être enceinte d'environ 3 mois quand elle a été internée. Louis s'effondra dans un fauteuil, assailli par la culpabilité. Ma mère a fait interner Florence pour l'isoler pendant sa grossesse, pour cacher l'existence de notre enfant. C'est ma théorie, oui. Et ensuite, Pierre hésita. Je n'ai pas tous les détails, mais il semble qu'après l'accouchement, Florence ait été transférée dans un établissement religieux près de Marseille, un couvent isolé. Je continue mes recherches. Louis se leva, déterminé. Je dois parler à Anaëlle, lui expliquer. Elle mérite de connaître la vérité. Anaëlle fixait l'email sur son écran. Une offre d'emploi inattendue, assistante de direction dans une entreprise d'édition à Strasbourg, salaire attractif, logement de fonction, trop beau pour être vrai. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Mademoiselle Dumont. Pierre Moreau, détective privé. J'aimerais vous parler de Florence Delacour. Anaëlle hésita. Comment avez-vous eu mon numéro ? Je suis détective. Écoutez, je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais j'ai des informations importantes. Sur votre mère, sa mère. Ces mots résonnaient étrangement. Pourquoi devrais-je vous croire ? Parce que j'ai des preuves, des documents, sur ce qui lui est arrivé après votre naissance. Anaëlle sentit sa résolution vaciller. Retrouvons-nous dans un lieu public, le café près de la place Bellecour, dans 1 heure. Elle raccrocha, la tête bourdonnante de questions, ouvrit son armoire et en sortit une boîte en carton usée. À l'intérieur, les rares souvenirs de son enfance à l'orphelinat, une poupée élimée, quelques dessins et un bracelet en argent trouvé dans son berceau, son seul lien avec sa mère inconnue. Le bracelet portait une inscription à moitié effacée, à Florence, avec amour, à la maison de retraite. Marie aidait sœur Thérèse à s'installer pour sa sieste. « Tu sais, ma petite, » murmura la vieille religieuse, « tu me rappelles tellement une jeune femme que j'ai connue dans un autre couvent, il y a longtemps. » Marie sourit poliment, habituée aux divagations de la vieille dame. Elle aussi avait ce regard triste et perdu. Elle nous avait été confiée après avoir perdu. Sœur Thérèse s'interrompit brusquement, comme prise en faute. « Perdu quoi, ma sœur ?» demanda Marie, intriguée. « Oh, rien, ma chérie, une vieille femme qui radote. » Mais Marie avait noté l'éclat de lucidité inquiète dans le regard de la religieuse. Cette histoire n'était pas une divagation. Cette femme, comment s'appelait-elle ? Sœur Thérèse détourna le regard. « Je ne me souviens plus, c'était il y a si longtemps. » Marie n'insista pas, mais une intuition persistante lui disait que cette histoire la concernait d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore. Au café près de Bellecour, Anaëlle observait Pierre qui étalait des documents sur la table. « Voilà ce que nous savons. Florence Delacour a été internée contre son gré à la clinique du Lac en novembre 1999. Enceinte de 3 mois, la demande d'internement a été signée par Hélène Carpentier. » Anaëlle examina les documents. Incrédule. Pourquoi ? Pourquoi cette femme aurait fait ça ? Parce que Florence portait l'enfant de son fils, un enfant qui menaçait les plans qu'elle avait pour lui. Elle leva les yeux vers Pierre. Vous insinuez que Louis Carpentier est votre père biologique ? Oui. Anaëlle sentit la colère monter en elle. Si c'est vrai, s'il est vraiment mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné ? Pourquoi n'a-t-il jamais cherché à me retrouver avant ? Pierre soupira. Parce qu'il ne savait pas. Sa mère a tout orchestré dans son dos. Les preuves sont là. Anaëlle se leva brusquement. Je dois réfléchir, c'est trop. Trop à digérer d'un coup. En sortant du café, elle ne remarqua pas la voiture noire garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, Denis Lambert prenait des photos tout en parlant au téléphone.
Oui, Madame Carpentier, elle a rencontré le détective. Oui, j'ai tout documenté. Dans son bureau parisien, Hélène raccrochait, le visage durci par la détermination. 25 ans plus tôt, elle avait protégé son fils et l'empire familial. Elle était prête à le faire à nouveau. Louis contemplait Lyon depuis la terrasse de son penthouse. La ville s'illuminait progressivement à mesure que le jour déclinait. Son téléphone vibra. Un message de Pierre. « Anaël, c'est tout. » Réaction mitigée. Prudence conseillée. Il soupira profondément. Comment aborder une fille qui le détestait déjà? Comment lui expliquer qu'il ignorait son existence? Que s'il avait su, jamais il ne l'aurait abandonné. Son téléphone sonna à nouveau. Sa mère? « Louis, je viens d'apprendre que tu as engagé ce détective. Moreau, pour quelle raison? » La voix d'Hélène était calme, trop calme. Louis sentit une bouffée de colère monter en lui. « Tu le sais parfaitement, maman. » Un silence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Florence, Anaël, le mensonge que tu as orchestré pendant 25 ans. » Un autre silence. Plus long. « Louis, tu n'es pas raisonnable. Je t'attends demain à Paris. Nous devons parler. » « Non, maman. Cette fois, c'est fini. Je veux la vérité. Toute la vérité. » Il raccrocha, tremblant de rage, pendant 25 ans. Il avait cru que Florence l'avait trahi. Pendant 25 ans, il avait vécu avec cette blessure, incapable de faire vraiment confiance, de s'attacher réellement. Et tout ce temps, Florence portait son enfant, seule, abandonnée. Sa décision était prise. Il enfila sa veste et sortit. Anaël ouvrait machinalement ses cartons. Son petit studio semblait encore plus minuscule avec ses affaires éparpillées partout après sa rencontre avec Pierre. Elle était rentrée dans un état second, trop d'informations, trop d'émotions. On frappa à sa porte. Elle jeta un coup d'œil par le Judas et se figea, Louis Carpentier sur son palier. « Allez-vous-en » cria-t-elle à travers la porte. « Anaël, s'il vous plaît, 5 minutes. Je vous dois des explications. » « Je n'ai pas besoin de vos explications. Vous n'êtes rien pour moi. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. « Je sais que vous avez parlé à Pierre, » insista Louis. « Je sais que vous connaissez la vérité. Ou du moins, une partie. » Anaël hésita, puis ouvrit brusquement la porte. « Quelle vérité? Que vous avez abandonné ma mère enceinte. Que votre famille l'a fait interner comme une folle. » Louis pâlit sous l'accusation. « Je l'ignorais, je vous le jure. Si j'avais su que Florence était enceinte. »« Oh, vous l'auriez quoi? Épousée, sauvée ?» cracha Anaël avec amertume. « Les hommes comme vous ne sauvent personne. Ils détruisent, puis passent à autre chose. » Louis encaissa le coup. « Je l'aimais, sincèrement. Ma mère m'a fait croire qu'elle me trompait, qu'elle se jouait de moi. J'étais jeune et stupide. Je l'ai cru. » Anaël le fixa intensément, cherchant le mensonge dans ses yeux. N'y trouvant que douleur et regret. Elle s'écarta légèrement. « Entrez. 5 minutes. À Paris. » Hélène raccrochait son téléphone, le visage crispé. Louis savait. Comment avait-il découvert? Elle se servit un verre de cognac d'une main légèrement tremblante. Denis Lambert entra après avoir frappé discrètement. « J'ai terminé l'enquête sur la fille, » annonça-t-il en déposant un dossier. « Et j'ai des nouvelles concernant Florence Delacour. » Hélène se raidit. « Quelles nouvelles? Elle est morte il y a des années. » Denis hésita. Le certificat de décès pourrait être inexact. Hélène reposa son verre avec une lenteur délibérée. « Expliquez-vous. J'ai découvert qu'une femme correspondant à la description de Florence a été admise à l'hôpital d'Annecy en 2001 après un accident, amnésie partielle. Elle vit maintenant sous le nom de Marie Bonnet. » Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Êtes-vous absolument certain qu'il s'agit d'elle ?» Denis lui tendit une photo prise à distance. Une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains et au visage doux, sortant d'une maison de retraite. La ressemblance est frappante. Hélène observa la photo longuement. Où exactement vit-elle? Un village près d'Annecy. Elle travaille comme aide-soignante au Cèdre, une maison de retraite. Hélène resta silencieuse un moment, réfléchissant intensément. Louis ne doit pas savoir, pas encore, j'ai besoin de temps. Dans le petit studio lyonnais, Louis et Anaël se faisaient face. Séparés par une table bancale, tout ce que je sais, expliquait Louis, c'est que ma mère m'a présenté des preuves que Florence me trompait, des photos, des lettres.
J'étais dévastée. Je l'ai confrontée. Elle a nié. Je ne l'ai pas cru. Et ensuite, elle a disparu, du jour au lendemain. J'ai pensé qu'elle avait simplement tourné la page. Anaël eut un rire amer. Tourné la page, enceinte et seule. Louis baissa les yeux. Pierre a découvert que ma mère l'avait fait interner, dans une clinique appartenant à notre fondation. Je vous jure que je l'ignorais. Anaël l'observait. Partagée entre colère et confusion. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Pourquoi après 25 ans? Louis la regarda droit dans les yeux. Parce que je vais mourir, Anaël. Anévrisme cérébral inopérable, 6 mois, peut-être 1 an. Cette révélation l'a pris au dépourvu. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Je suis désolée. Un silence inconfortable s'installa. Qu'est-il arrivé à ma mère? Demanda finalement Anaël. Est-elle? Je ne sais pas, admit Louis. Officiellement, elle est décédée en 2001, accident de voiture. Mais Pierre a des doutes. Le corps n'a jamais été formellement identifié. Anaël sentit une lueur d'espoir irrationnel l'envahir. Vous voulez dire qu'elle pourrait être vivante? Oui, c'est possible. Pierre continue ses recherches. Elle se leva brusquement, submergée par l'émotion. Je dois y réfléchir. C'est trop, beaucoup trop. Louis hocha la tête et se leva à son tour. Je comprends. Voici ma carte. Mon numéro personnel est au dos. Appelez-moi quand vous serez prête. Il s'arrêta sur le seuil. Une dernière chose, Anaël. Je ne vous demande pas de me pardonner, ni même de me croire. Mais sachez que si j'avais su pour vous, rien au monde ne m'aurait empêché d'être présent dans votre vie. À Annecy, Marie sortait de la maison de retraite après son service. La nuit était douce, le lac scintillait sous la lune. Elle s'arrêta devant une vitrine qui diffusait les informations télévisées. Louis Carpentier apparut à l'écran, inaugurant un nouveau siège social à Lyon. Une douleur fulgurante lui traversa le crâne. Des images défilèrent. Un jardin de roses, des mains entrelacées, des promesses murmurées. Je t'aime, Florence, pour toujours. Puis d'autres images, plus sombres, des murs blancs, des infirmières, la terreur, et cette sensation déchirante qu'on lui arrachait quelque chose de précieux. Elle tituba jusqu'à un banc. Haletante, ses flashs devenaient plus fréquents, plus intenses. Elle devait comprendre, savoir. Une décision s'imposa d'elle-même. Elle irait à Lyon. Demain, Pierre Moreau fermait son bureau quand son téléphone sonna. Pierre, c'est Louis, du nouveau. Rien de concret sur Florence, mais j'ai découvert quelque chose sur la clinique du lac. Des pratiques douteuses dans les années 90, internements abusifs, notamment de jeunes femmes issues de milieux modestes, enceintes d'hommes de famille fortunés. Louis sentit son estomac se nouer. Tu veux dire que ma mère n'aurait pas été la seule à... Exactement, c'était presque un système. Avec la complicité de certains établissements religieux qui recueillaient ensuite ces femmes. Mon Dieu, il y a autre chose. J'ai trouvé une piste sur une femme qui pourrait être Florence. Elle vit près d'Annecy sous le nom de Marie Bonnet. Je pars là-bas demain pour vérifier. Louis sentit son cœur s'emballer. Je viens avec toi. Ce n'est pas une bonne idée. Si c'est vraiment elle et qu'elle souffre d'amnésie comme je le soupçonne, te voir pourrait provoquer un choc. D'accord, mais tiens-moi informé. À la seconde où tu en sais plus. Dans la pénombre de sa chambre, Anaël fixait la photo de Florence. Sa mère, cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont elle avait hérité chaque trait, et si elle était vivante quelque part, si elle pouvait la retrouver, son téléphone vibra, un email, l'offre d'emploi à Strasbourg. Elle hésita. Partir serait plus simple, fuir cette histoire, ces révélations. Mais une autre partie d'elle ne pouvait ignorer la vérité. Sa mère avait peut-être été victime d'une terrible injustice, et elle méritait de connaître toute l'histoire. Elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit au dos de la carte de Louis. C'est Anaël, je veux retrouver ma mère, avec ou sans votre aide. De l'autre côté de la ligne, Louis sourit doucement. Nous la retrouverons ensemble, Anaël, je vous le promets. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que pendant qu'ils parlaient, Marie achetait un billet de train pour Lyon. Suivant une intuition qu'elle ne comprenait pas elle-même, le destin avait commencé à tisser sa toile. Réunissant les fils d'une histoire brisée 25 ans plus tôt, le train filait à travers les paysages de l'Est de la France. Marie regardait défiler les collines verdoyantes. Un sac de voyage posé sur ses genoux, elle avait prévenu la directrice des Cèdres qu'elle prenait quelques jours de congé pour raisons personnelles.
La vieille femme n'avait pas posé de questions, mais son regard inquiet en disait long. Marie elle-même ne comprenait pas totalement ce qui la poussait vers Lyon. Une intuition, un besoin viscéral. Ses flashs de mémoire devenaient plus fréquents, plus précis aussi, le dernier en date. Particulièrement vivace, un jardin, un jeune homme lui offrant une rose, et ces mots qu'il murmurait « Florence, tu es tout pour moi ». Florence, ce prénom résonnait en elle comme un écho lointain. Était-ce le sien? L'accident qui lui avait fait perdre la mémoire remontait à presque 20 ans. Les médecins avaient retrouvé sur elle une carte d'identité au nom de Marie Bonnet. Elle s'était construit une vie avec ce nom, sans jamais vraiment sentir qu'il lui appartenait. Le train ralentit, entrant en gare de Lyon-Pardieu. Marie inspira profondément. Elle était arrivée. Anaëlle se tenait devant l'imposant bâtiment de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul. Malgré les rénovations, l'édifice gardait cette austérité caractéristique des institutions religieuses. Elle y avait passé 18 ans de sa vie, jusqu'à sa majorité. Étrange comme les souvenirs revenaient avec une netteté douloureuse. Elle poussa la lourde porte d'entrée. L'odeur était la même. Un mélange de cire pour parquet et de nourriture institutionnelle. Derrière l'accueil, une femme d'une 50aine d'années leva les yeux. « Anaëlle » s'exclama-t-elle, surprise. Quelle bonne surprise! Madame Legrand, la secrétaire, elle était déjà là quand Anaëlle était enfant. « Bonjour, Madame Legrand, j'aurais besoin de consulter mon dossier. » La femme parut embarrassée. « Ton dossier, pourquoi? J'ai des questions sur mes origines, sur ma mère biologique. » Madame Legrand se raidit imperceptiblement. « Tu sais bien que ton dossier ne contient pas grand-chose, ma petite. Ta mère a souhaité rester anonyme. » « Je ne crois plus à cette version, » répliqua Anaëlle doucement mais fermement. « J'ai des raisons de penser que ma mère ne m'a pas abandonnée volontairement. » La secrétaire jeta un regard nerveux vers le couloir. « Écoute, Anaëlle, ces dossiers sont confidentiels. Je ne peux pas. Je suis majeure, Madame Legrand. C'est mon droit de consulter mon dossier. » La femme soupira. « Femme. » Vaincue. « Attends-moi ici. » Louis examinait les documents que Pierre lui avait envoyés, des rapports médicaux de la clinique du Lac, obtenus par des moyens qu'il préférait ignorer, la liste des patientes traitées pour des troubles comportementaux entre 1990 et 2000 était longue, trop longue. Florence Delacour figurait bien sur cette liste, admise le 15 novembre 1999, diagnostiquée instable émotionnellement et potentiellement dangereuse pour elle-même et autrui, signée DDR, Varnier. Louis connaissait ce nom. Varnier était un vieil ami de sa mère, décédé depuis. Son téléphone vibra. Un message de Pierre. « Je suis à Annecy. Marie Bonnet a pris quelques jours de congé. Partie suivre une piste à Lyon. Lyon, une coïncidence. » Louis en doutait. Si cette Marie Bonnet était bien Florence. Quelque chose la poussait vers Lyon. Vers lui. Vers Anaëlle. Il devait prévenir la jeune femme. Anaëlle feuilletait son maigre dossier. Frustré, il contenait peu d'éléments. Date d'arrivée à l'orphelinat, 3 mars 2000, le jour même de sa naissance. Un certificat médical attestant de sa bonne santé et une note mentionnant qu'elle avait été déposée par une personne souhaitant rester anonyme. « C'est tout ?» demanda-t-elle à Madame Legrand. « Pas de lettre, pas d'objet. » La secrétaire détourna le regard. Il y avait un bracelet, en argent. Je l'ai. C'est le seul objet personnel que j'ai jamais eu. Et une lettre. Anaëlle se figea. Une lettre. Je n'ai jamais reçu de lettre. Madame Legrand semblait de plus en plus mal à l'aise. La direction a jugé préférable de ne pas te la remettre. Mais pourquoi? Parce qu'elle soulevait des questions troublantes, des accusations contre une famille influente. La direction a craint des complications juridiques. Anaëlle sentit son cœur s'accélérer. Cette lettre, où est-elle maintenant? Dans le coffre du directeur, je suppose. Anaëlle se leva, déterminée. Je veux voir le directeur maintenant. Marie déambulait dans les rues de Lyon, suivant un itinéraire que ses pieds semblaient ne connaître mieux que sa conscience. Elle s'arrêta devant un petit café près de la place Bellecour. Une sensation étrange l'envahit. Elle était déjà venue ici. Elle entra. L'intérieur était chaleureux, presque inchangé depuis... Depuis quand? Une serveuse s'approcha. « Bonjour madame. Une table pour une personne. » Marie acquiesça, distraite. Son regard avait été attiré par une photographie encadrée sur le mur. Le café dans les années 90. Avec son ancienne devanture, la douleur fut soudaine et violente. Un flash,
Elle, assise à cette même terrasse, riant avec un jeune homme, Louis, ce nom s'imposa à elle avec une certitude absolue. « Madame, vous allez bien ?» Marie se ressaisit. « Oui, pardon, Ce café existe depuis longtemps. »« Oh oui, depuis 1978, mon père l'a ouvert. » Y avait-il, dans les années 90, un jeune couple qui venait régulièrement, la fille avec des cheveux châtains, le garçon plutôt élégant? La serveuse sourit. « Avant mon époque, ça. Mais mon père pourrait peut-être vous renseigner. Il est à l'arrière. » Louis raccrocha, frustré. Anaël ne répondait pas à ses appels. Il avait un mauvais pressentiment. Si Florence était à Lyon, si Anaël la croisait par hasard, et sa mère qui semblait avoir plusieurs coups d'avance, il se décida, dans l'ascenseur qui le menait au parking, il composa le numéro de sa mère. « Ah, Louis !» La voix d'Hélène trahissait sa surprise. « Tu as décidé de rentrer à la raison. Je sais tout, maman. Pour Florence, pour la clinique, pour ma fille. » Un silence. « Louis, tu ne comprends pas. »« Oh si, je comprends parfaitement. Tu as détruit 3 vies pour protéger ton précieux empire. J'ai agi pour ton bien. Cette fille n'était pas digne de toi, de notre nom. » Louis serra les dents. Qu'est-il arrivé à Florence après la clinique? La vérité, maman, pour une fois. Un autre silence, plus long. Elle a été placée dans un couvent, près de Marseille, pour sa protection. Elle était instable. Tu mens encore. Louis, écoute-moi. Cette histoire ne peut apporter que du malheur. À toi, à la famille, pense à ta santé. Ah, ma fille a le droit de connaître sa mère. Et j'ai le droit de savoir ce que tu as fait à la femme que j'aimais. Il raccrocha, tremblant de colère. Dans son rétroviseur, il ne remarqua pas la voiture noire qui le suivait à distance, dans le bureau du directeur de l'orphelinat. Anaël attendait, tendue. L'homme, bedonnant et chauve, la regardait avec embarras. Mademoiselle Dumont, comprenez notre position. Cette lettre contient des accusations graves contre la famille Carpentier, une des familles les plus puissantes de France. C'est ma lettre. Ma mère l'a écrite pour moi. Le directeur soupira, vaincu. Très bien. Il ouvrit son coffre-fort et en sortit une enveloppe jaunie. Anaël la prit d'une main tremblante et l'ouvrit. À ma fille bien-aimée, si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas pu te garder auprès de moi. Sache que ce n'est pas par choix. On m'a arraché à toi, la famille Carpentier, et particulièrement Hélène Carpentier, m'a fait interner contre mon gré quand ils ont découvert ma grossesse. Ton père, Louis, ignore peut-être même ton existence. Je ne sais pas ce qu'il prévoit pour moi après ta naissance. Mais je crains le pire. Si je disparais, cherche la vérité. Ne crois pas ce qu'ils diront de moi. Je t'aimerai toujours, où que je sois. Ta mère, Florence Delacour. Anaël releva la tête, les yeux embués de larmes. Pourquoi m'avoir caché ça toutes ces années? Le directeur baissa les yeux. Nous avons reçu des pressions, des menaces à peine voilées. De qui? Une femme, élégante, imposante, Hélène Carpentier. Marie écoutait, fascinée, le vieil homme qui lui parlait avec animation. Bien sûr que je me souviens d'eux. Un si beau couple, le jeune Carpentier et sa dulcinée. Ils venaient là presque tous les samedis. Carpentier, répéta Marie, le souffle coupé. Louis Carpentier, le fils de la grande famille industrielle. Un garçon bien, toujours poli. Et elle, Florence, si je me souviens bien, une beauté naturelle, pleine de vie. Florence, ce prénom résonnait en elle comme une évidence. Que leur est-il arrivé? Le vieil homme haussa les épaules. Un jour, ils ont arrêté de venir. Les rumeurs disaient qu'ils s'étaient séparés. Une histoire triste. Marie sentit un frisson la parcourir. Louis Carpentier, Florence. Ces noms, ces bribes d'histoire, c'était sa vie qu'on lui racontait. Elle sortit du café, chancelante, et se heurta à une jeune femme qui entrait précipitamment. « Pardon », murmura Marie en levant les yeux. Leurs regards se croisèrent. Marie se figea. C'était comme se regarder dans un miroir remontant le temps. La jeune femme, elle n'avait pas plus de 25 ans, avait ses yeux, son nez, la même courbe des lèvres. « Excusez-moi », balbutia la jeune femme, visiblement troublée elle aussi, un instant suspendue entre elles. Puis Anaël s'écarta, perturbée par cette étrange rencontre, et entra dans le café,
Marie resta immobile sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. Cette fille, elle la connaissait, elle en était certaine. Mais d'où, comment, à quelques mètres de là, arrêté à un feu rouge, Louis observait la scène, stupéfait. Il venait de voir, l'espace d'un instant, Florence et Anaël se croiser sans se reconnaître. Le destin avait un étrange sens de l'humour, pensa-t-il amèrement. Si près, et pourtant si loin. Le feu passa au vert. Il accéléra, déterminé. Il était temps que cette histoire brisée retrouve son sens, quoi qu'il lui en coûte. Pierre Moreau examinait minutieusement les documents étalés sur le lit de sa chambre d'hôtel. Son enquête l'avait mené plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Ce qui semblait être une simple affaire de filiation s'était transformé en un scandale potentiellement explosif. Son téléphone vibra. C'était Louis. « Je les ai vus », annonça Louis sans préambule. Florence et Anaël, elles se sont croisées devant un café près de Bellecour. Pierre se redressa. Alertées, elles se sont parlé ? Non, juste croisées. Mais leurs regards, Pierre, elles se sont reconnues. J'en suis certain. Pas consciemment peut-être. Mais quelque chose s'est passé. Pierre consulta sa montre. Où es-tu maintenant ? J'essaie de retrouver Florence. Elle ne peut pas être loin. Rejoins-moi plutôt à l'hôtel. J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose de gros. 20 minutes plus tard, Louis entrait dans la chambre de Pierre. Le détective lui tendit une liasse de documents. Ce ne sont pas seulement les Carpentier, Louis. C'était un système bien rodé. La clinique du Lac, le couvent Sainte-Marie près de Marseille et au moins 3 autres établissements religieux à travers la France. Il traitait des jeunes femmes enceintes de grandes familles. Louis parcourut les documents, horrifié. Mon Dieu, combien ? J'ai identifié 23 cas similaires à celui de Florence sur une période de 15 ans. Des jeunes femmes de milieux modestes, enceintes d'hommes de familles influentes, internées pour troubles mentaux, puis disparues dans la nature. Louis s'effondra dans un fauteuil, et ma mère était l'une des principales bienfaitrices de ces établissements. Un silence lourd s'installa. Florence pourrait témoigner, murmura finalement Louis. Si nous la retrouvons, si elle retrouve la mémoire. Pierre acquiesça gravement. C'est pour ça que ta mère la cherche aussi, pour la faire taire avant qu'elle ne se souvienne. Anaël était assise dans un coin du café, la lettre de sa mère serrée dans ses mains tremblantes. Ses yeux ne cessèrent de se tourner vers la porte, comme si elle espérait que la femme qu'elle avait croisée reviendrait. Cette femme, ce visage, c'était comme un écho du sien. 20 ans plus tard, pouvait s'être. Son téléphone sonna. Une voix inconnue, féminine. « Mademoiselle Dumont, ici Sœur Thérèse. » De la maison de retraite Les Cèdres, près d'Annecy. Anaël fronça les sourcils. « Je ne connais pas de Sœur Thérèse. »« Non, mais je vous connais, vous. Ou plutôt, je connais votre histoire. » Le cœur d'Anaël s'accéléra. « Comment avez-vous eu mon numéro ? Par Marie, ou plutôt, par Florence ? » Par... Anaël agrippa son téléphone. « Florence, vous connaissez ma mère. Je l'ai connue, oui, au couvent Sainte-Marie, où elle a été envoyée après votre naissance. J'étais novice là-bas à l'époque. Où est-elle maintenant ? Est-elle vivante, oui, mais elle n'est plus Florence, pas complètement. L'accident lui a fait perdre la mémoire. Elle s'appelle Marie maintenant, Marie Bonnet. » Anaël ferma les yeux, submergée par l'émotion. La femme que j'ai croisée tout à l'heure. Elle est à Lyon ? Oui. Ses souvenirs reviennent progressivement. Elle vous a vu, n'est-ce pas ? Oui. Mais elle ne m'a pas reconnue, pas consciemment, mais quelque chose en elle sait. C'est pour ça que je vous appelle. La vieille religieuse prit une inspiration tremblante. Il y a 25 ans, j'ai été complice d'une terrible injustice. Par ignorance, par obéissance. Il est temps de réparer cela. Marie marchait sans but dans les rues de Lyon. Hantée par le visage de cette jeune femme, qui était-elle ? Pourquoi avait-elle ressenti cette connexion si puissante ? Ses pas la menèrent jusqu'au bord de la Saône. Le soleil déclinait, teintant l'eau de reflets orangés. Elle s'assit sur un banc, épuisée émotionnellement. Florence. Elle leva les yeux. Un homme se tenait devant elle, le souffle court comme s'il avait couru, grand, distingué, dans la cinquantaine, avec des traits marqués par les années mais toujours séduisants. « Pardon », répondit-elle, troublée. « Florence, c'est bien toi, mon Dieu. » L'homme s'assit à côté d'elle, visiblement ému. « Je m'appelle Marie », corrigea-t-elle doucement. « Marie Bonnet.
Il sourit tristement. Non, tu t'appelles Florence Delacour. Et il y a 25 ans, nous étions amoureux. Marie ou Florence. Sentit son cœur s'emballer. Cet homme, ses yeux. Elle connaissait ses yeux. Louis, murmura-t-elle sans réfléchir. Son propre murmure la surprit. Comment connaissait-elle son nom? Louis hocha la tête, ému. Tu te souviens? Non, je ne sais pas. J'ai ces flashs, ces images qui me viennent, mais rien de cohérent. Louis sortit délicatement une photo de sa poche. Regarde. La photo montrait un jeune couple dans un jardin de roses. Elle, rayonnante, lui, amoureux. La douleur fut fulgurante. Des images explosèrent dans son esprit. Le jardin, les roses, leurs baisers, leurs rires, leurs promesses, puis d'autres images, plus sombres. L'annonce de sa grossesse, la joie, puis la confrontation, les accusations, la trahison, les murs blancs de la clinique, les médicaments forcés, l'accouchement dans la douleur et la peur. Mon bébé, gémit-elle. Ils m'ont pris mon bébé. Louis lui prit doucement la main. Elle va bien, Florence. Notre fille va bien. Florence le regarda, les larmes aux yeux. Anaël, murmura-t-elle. Hélène Carpentier raccrocha son téléphone. Le visage crispé par la colère, Denis Lambert venait de l'informer que Louis avait retrouvé Florence, que le détective Moreau avait rassemblé des documents compromettants, que tout risquait d'éclater. Elle composa un autre numéro. Maître Vauzel, exécutez le plan B, immédiatement. Elle raccrocha et se dirigea vers son coffre-fort. À l'intérieur, un petit dossier rouge, celui qu'elle conservait pour les situations désespérées, des documents qui pouvaient détruire Louis s'il allait trop loin. Une mère fait ce qu'elle doit faire pour protéger sa famille, se répéta-t-elle. Pour préserver l'héritage, Anaël courait presque dans les rues de Lyon. Suivant les indications que sœur Thérèse lui avait données, sa mère était vivante, à quelques kilomètres d'elle. Cette femme qu'elle avait croisée, son téléphone vibra. Un message de Louis. « J'ai retrouvé ta mère. Nous sommes au bord de la Saône, près du pont Bonaparte. » Elle accéléra, le cœur battant à tout rompre. Après 25 ans, elle allait enfin rencontrer sa mère, sur le banc au bord de la Saône. Florence écoutait Louis lui raconter comment il l'avait cherchée, comment il avait découvert l'existence d'Anaël, comment sa mère les avait tous manipulés. « Je t'ai cru morte pendant toutes ces années, » murmura-t-il. « Si j'avais su, ta mère était prête à tout pour nous séparer, » dit doucement Florence, dont les souvenirs affluaient maintenant par vagues. « Elle m'a fait interner, elle a falsifié des documents, elle m'a fait passer pour folle, et elle a recommencé quand tu as essayé de fuir du couvent. N'est-ce pas l'accident ?» Florence hocha la tête. « Je voulais te retrouver, te dire pour notre fille, mais leur accident a bien fonctionné. J'ai tout oublié, même mon propre nom. » Louis serra les poings. « Elle paiera pour ça, Florence, je te le promets. » Florence posa une main apaisante sur son bras. « Ce n'est pas la vengeance que je veux, Louis. Juste retrouver ma fille, notre fille. » Un bruit de pas précipité les fit se retourner. Une jeune femme se tenait là, haletante, les yeux brillants de larmes. « Maman » murmura Anaël. Florence se leva lentement, les jambes tremblantes, face à face. La ressemblance entre elles était si frappante qu'elle coupait le souffle. Anaël. Elles restèrent immobiles un instant, se dévorant des yeux. Puis Florence ouvrit les bras. Anaël s'y précipita en sanglotant. « J'ai cru que tu m'avais abandonnée, » pleura-t-elle. « Toute ma vie, j'ai cru que tu ne voulais pas de moi. »« Jamais, » murmura Florence en serrant sa fille contre elle. « Pas un seul jour n'est passé sans que je sente qu'il me manquait une part de moi-même, même sans mes souvenirs. Je savais qu'on m'avait arraché quelque chose de précieux. » Louis les observait, ému, n'osant pas interrompre ces retrouvailles sacrées. Son téléphone vibra. « Pierre, Louis, votre mère est à Lyon. Elle a convoqué d'urgence son avocat. Quelque chose se prépare. Soyez prudent. » Il rangea son téléphone, préoccupé, connaissant sa mère. Elle ne renoncerait pas sans combattre, et elle avait toujours une longueur d'avance. Mais en regardant Florence et Anaël enlacées, il se promit qu'Hélène ne pourrait plus jamais leur faire de mal, même s'il devait pour cela sacrifier l'empire Carpentier tout entier. « Rentrons, » dit-il doucement. « Nous avons beaucoup à nous dire, tous les trois, et nous devons nous préparer. Ma mère ne s'avouera pas vaincue si facilement. »
Florence leva vers lui un regard où brillait une détermination nouvelle. « Cette fois, je suis prête à me battre, Louis, pour notre fille, pour la vérité. » Anaël regardait ses parents, ces deux étrangers qui lui semblaient pourtant si familiers. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait complète, et elle était prête, elle aussi, à se battre pour préserver cette famille, tout juste retrouvée. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans une voiture garée non loin, Denis Lambert les photographiait méthodiquement, documentant ses retrouvailles pour le compte d'Hélène Carpentier. La bataille finale ne faisait que commencer. L'aube se levait sur Lyon quand Florence ouvrit les yeux dans la chambre d'hôtel que Louis avait réservée pour elle. Pendant un instant désorientant, elle se demanda où elle était, puis tout lui revint. Les retrouvailles au bord de la Saône, sa fille dans ses bras, Louis, sa fille, Anaël. Le simple fait de prononcer ce nom dans son esprit provoquait une vague d'émotions indescriptibles. Florence se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville s'éveillait doucement, quelque part dans cet hôtel. À quelques portes de là, sa fille dormait. Cette pensée lui semblait encore irréelle. Un coup discret à sa porte la fit se retourner. « Florence, c'est Louis. » Elle lui ouvrit, consciente de son apparence matinale, de ses cheveux en désordre. Il se tenait là, déjà habillé, une expression préoccupée sur le visage. « Tu n'as pas dormi ?» constata-t-elle. Trop de choses à régler. Pierre a continué ses recherches toute la nuit. Louis entra et s'assit sur le fauteuil près de la fenêtre. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. Florence passa une main dans ses cheveux, comme si je vivais simultanément deux vies, Marie et Florence, 25 ans d'écart, reliés par des fragments de souvenirs qui reviennent sans cesse. « Tu te souviens de tout maintenant ?» Elle secoua la tête. « Pas encore. Je me souviens de nous, du jardin de roses, de l'annonce de ma grossesse. » Son visage s'assombrit. « Je me souviens de la clinique, de l'accouchement, des infirmières qui m'ont arraché mon bébé avant même que je puisse la tenir dans mes bras. » Louis baissa les yeux, submergé par la culpabilité. « J'étais à Paris quand c'est arrivé. Je ne savais rien. Florence, je te le jure. » Elle s'assit face à lui. « Je te crois, Louis. Mais ta mère, ma mère paiera pour ce qu'elle a fait. À toi, à nous. » Florence le regarda longuement. Cet homme n'était plus le jeune amant impétueux qu'elle avait connu. Les années l'avaient marqué, lui donnant une gravité, une profondeur qu'il n'avait pas autrefois. « Que s'est-il passé après ?» demanda-t-il. Après la naissance d'Anaël, Florence ferma les yeux, forçant sa mémoire. Le couvent Sainte-Marie, un endroit isolé où personne ne posait de questions. J'y suis restée, je ne sais pas combien de temps. Des mois, j'étais comme anesthésiée par les médicaments, par le chagrin. Elle rouvrit les yeux. Puis un jour, j'ai entendu une religieuse parler d'un bébé déposé à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul. J'ai su que c'était mon enfant. J'ai écrit une lettre. J'ai supplié une novice, sœur Thérèse, de la faire parvenir avec le bébé. Louis la regardait, fasciné et horrifié à la fois. Ensuite, j'ai tenté de m'enfuir, pour te retrouver, pour retrouver notre fille. C'est là que... Elle porta la main à sa tempe, où une fine cicatrice était à peine visible sous ses cheveux. L'accident. Mais était-ce vraiment un accident ? Dans la chambre voisine. Anaël était déjà levée, incapable de dormir plus longtemps. Elle fixait son reflet dans le miroir, cherchant les traits de sa mère dans les siens. La ressemblance était frappante, presque troublante. Son téléphone vibra. Un message de Pierre. RDV, petit déjeuner dans 30 000 nouvelles importantes. Elle s'habilla rapidement et sortit dans le couloir, au moment même où sa mère et Louis quittèrent la chambre voisine. Un instant de gêne, puis Florence s'avança et la prit doucement dans ses bras. « Bonjour », murmura-t-elle. « J'ai encore du mal à croire que tu es réelle. » Anaël lui rendit son étreinte. S'imprégnant de son parfum, de sa chaleur, « Moi aussi », souffla-t-elle. Louis les observait, ému. Lorsque Pierre apparut au bout du couloir, son expression grave les alerta immédiatement. « Qu'y a-t-il » demanda Louis. « Descendons prendre le petit déjeuner », répondit le détective. « Nous serons plus tranquilles pour parler. » Dans un salon privé de l'hôtel, Pierre étala plusieurs documents sur la table. « J'ai passé la nuit à vérifier mes sources, » commença-t-il. « Ce que j'ai découvert dépasse de loin ce que nous imaginions. » Il pointa un premier document. Le couvent Sainte-Marie près de Marseille, un établissement financé principalement par la Fondation Carpentier.
Sa mission officielle? Aider les femmes en détresse? Sa mission réelle? Faire disparaître les jeunes femmes enceintes, jugées indésirables par les grandes familles? Florence frissonna. Il y en a eu d'autres comme moi. Pierre acquiesça gravement. Au moins 23 cas documentés entre 1990 et 2005. Après, les méthodes ont changé, plus subtiles. Il désigna d'autres documents. Cliniques de luxe à l'étranger, traitements discrets, pression financière ou psychologique pour pousser à l'adoption. Toujours le même objectif, protéger les bonnes familles des mésalliances. Louis examinait les documents, livide, et ma mère était au centre de tout ça. Pas seule, précisa Pierre. Il y avait un réseau, des médecins, des avocats, des notaires, des personnes en position de pouvoir qui utilisaient ces méthodes pour régler les problèmes. Anaëlle s'était tue jusqu'alors, assimilant ces révélations bouleversantes. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Pierre la regarda gravement. « Cela signifie que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. D'autres victimes pourraient témoigner. Une affaire de cette ampleur pourrait faire tomber plusieurs personnalités influentes et détruire l'empire Carpentier, » murmura Louis. « C'est pour ça que ta mère est si désespérée, » réalisa Florence. « Ce n'est pas seulement nous qu'elle essaie de faire taire, c'est tout un système qu'elle protège. » Louis hocha la tête, son visage reflétant une détermination nouvelle. « Alors c'est tout un système que nous allons dénoncer. » Le jet privé de la famille Carpentier se posa sur la piste de l'aéroport de Lyon. Hélène descendit les marches avec cette élégance aristocratique qui l'avait toujours caractérisée. À 75 ans, elle imposait toujours le respect, voire la crainte. Denis Lambert l'attendait au pied de l'avion. « Madame, tout est prêt comme vous l'avez demandé. » Hélène acquiesça sèchement, dans la limousine qui les emmenait vers le centre-ville. Elle consulta les derniers rapports sur son fils et cette situation qui menaçait de lui échapper. « Où sont-ils maintenant ?» demanda-t-elle. « Au Grand Hôtel. Ils préparent visiblement quelque chose pour le gala d'anniversaire de la Fondation. Et Maître Vauzel? Il a récupéré les documents du coffre parisien. Il attend vos instructions. » Hélène regarda par la fenêtre, son visage impassible masquant la tempête qui faisait rage en elle. Utiliser ces documents contre son propre fils était l'ultime recours. Un choix qui lui brisait le cœur. Mais l'Empire devait être préservé, à tout prix. Florence ajustait nerveusement sa robe. Une création simple mais élégante que Louis avait fait livrer à l'hôtel. Se préparer pour affronter Hélène Carpentier lors du gala semblait surréaliste après toutes ces années passées comme Marie Bonnet, aide-soignante anonyme. Un coup à la porte la fit sursauter. Anaëlle entra, magnifique dans une robe émeraude qui soulignait la couleur de ses yeux, les mêmes que ceux de Florence. « Tu es superbe », murmura Florence en contemplant sa fille. Anaëlle rougit légèrement. « Toi aussi, maman. » Ce mot, « maman », résonnait encore étrangement entre elles, chargé de 25 années d'absence, mais aussi d'une familiarité instinctive. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Anaëlle. Confronter cette femme publiquement, Florence prit une profonde inspiration. « Je lui ai permis de me voler 25 ans de ta vie. Je ne lui laisserai pas une minute de plus. » Anaëlle s'approcha et prit les mains de sa mère dans les siennes. « J'ai encore du mal à croire que tout ceci est réel. Toi, Louis, cette histoire incroyable. Moi aussi, parfois, » admit Florence. Pendant des années, Marie Bonnet a vécu avec ce sentiment constant qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Maintenant, je sais quoi. Elles furent interrompues par Louis, élégant dans son smoking. « Les voitures sont prêtes, » annonça-t-il. « Pierre nous attend en bas. » Le palais des congrès de Lyon étincelait de mille feux. Le gratin de la Société française s'y pressait pour célébrer le 50e anniversaire de la Fondation Carpentier, l'une des plus importantes organisations philanthropiques du pays. Dans sa suite privée, Hélène donnait ses dernières instructions à Maître Vauzel. « Si Florence et cette fille apparaissent ce soir, vous savez quoi faire. » L'avocat acquiesça gravement. « C'est regrettable d'en arriver là. Madame, votre fils ne vous le pardonnera jamais. Il comprendra un jour que j'ai agi pour son bien, pour le bien de notre nom. » L'avocat n'insista pas, mais son regard trahissait son scepticisme. Louis, Florence et Anaëlle arrivèrent discrètement par une entrée secondaire. Pierre les avait devancés pour sécuriser le terrain. « Ta mère est déjà là », annonça le détective en les rejoignant. « Elle semble préparée. Son avocat est présent, ainsi que plusieurs personnes qui me semblent être des agents de sécurité. » Louis serra les dents. « Elle s'attendait à nous voir, évidemment, » murmura Florence. « Elle a toujours eu un coup d'avance. »
Ils échangèrent un regard lourd de sens. Le plan initial était simple. Attendre le discours d'Hélène, puis se présenter publiquement, forçant une confrontation que la matriarche ne pourrait pas esquiver devant tant de témoins. Changement de plan, décida Louis. Nous allons directement la confronter dans sa suite avant son discours. Moins de témoins, mais aussi moins de temps pour qu'elle prépare sa défense. Pierre sembla inquiet. C'est risqué. Toute cette histoire l'est, répondit Florence avec détermination. Mais je ne veux plus me cacher. Hélène congédia son assistante et se versa un verre de champagne dans quelques minutes. Elle devrait descendre prononcer son discours, célébrant un demi-siècle d'œuvres caritatives, une façade qui cachait bien d'autres activités. On frappa à la porte. « Entrez », ordonna-t-elle, s'attendant à voir son attaché de presse. La porte s'ouvrit sur Louis, Florence et Anaël. Hélène resta parfaitement immobile. Seul un léger tremblement de sa main tenant la coupe de champagne trahissant son choc. « Bonsoir, maman », dit Louis d'une voix glaciale. « Je te présente ma famille, celle que tu as essayé de détruire. » Hélène reposa lentement sa coupe, reprenant contenance avec une maîtrise impressionnante. « Louis, quelle surprise !» Son regard se posa sur Florence, puis sur Anaël, notant la ressemblance frappante entre les deux femmes. « Florence, les années t'ont été clémentes, malgré tout. » « Malgré vos efforts pour me détruire, oui, » répondit Florence calmement. Hélène se tourna enfin vers Anaël. « Et voici donc la petite bâtarde. » Louis fit un pas menaçant vers sa mère. Mais Florence le retint. « Elle s'appelle Anaël, » corrigea Florence. « Votre petite fille, celle que vous avez arrachée à sa mère à la naissance. » Hélène eut un rire sans joie. « Ma petite fille, cette fille n'a rien à voir avec notre famille. »« Ah, tu te trompes, maman, » intervint Louis. « Elle est une Carpentier, que tu le veuilles ou non. » Hélène les observa un moment, puis se dirigea vers un petit bureau. « J'espérais ne jamais en arriver là, Louis, vraiment. » Elle sortit une enveloppe et la tendit à son fils. « Lis ceci, avant de décider si tu veux vraiment poursuivre cette mascarade. » Louis prit l'enveloppe avec méfiance et l'ouvrit. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage se décomposait. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Florence, inquiète. Louis lui tendit les documents, les mains tremblantes. « Selon ces papiers, je ne serais pas le fils biologique d'Hélène et Charles Carpentier. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. « Une adoption secrète, » expliqua Hélène, implacable. « Charles ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous avons arrangé ton adoption à ta naissance. Seuls quelques avocats étaient au courant. » Elle s'approcha de son fils. « Tu comprends maintenant pourquoi j'ai tant voulu protéger notre nom, notre héritage. Je n'avais pas le luxe de te laisser le dilapider pour une amourette de jeunesse. » Louis la regardait, abasourdi. « Tout ça, toute ma vie, un mensonge. »« Une nécessité, » corrigea Hélène. « L'empire Carpentier devait survivre. » À tout prix, Florence s'était approchée de Louis, posant une main réconfortante sur son bras. « Ça ne change rien, Louis, à ce que tu es, à ce qu'elle a fait. » Anaël, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'avança vers Hélène. « Vous pensez vraiment que cela justifie vos actes ? Séparer une mère de son enfant. Me condamner à grandir sans parents. » Hélène la toisa avec dédain. « Tu ne peux pas comprendre, petite. Certaines décisions transcendent les sentiments personnels. Comme orchestrer l'accident de ma mère quand elle a tenté de s'enfuir du couvent. » demanda Anaël, sa voix tremblant de colère contenue. Un éclair de surprise passa dans les yeux d'Hélène. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Nous avons les preuves, » intervint Louis, retrouvant sa détermination. « Des documents, des témoignages, nous savons tout sur la clinique du lac, sur le couvent Sainte-Marie, sur toutes les femmes que tu as fait disparaître. » Hélène pâlit légèrement. « Des accusations sans fondement. Nous verrons ce qu'en pensent les médias, » répliqua Louis. « Et la justice. » Hélène le fixa intensément. « Tu détruirais ta propre famille, pour eux. »« Ma famille est ici, » répondit-il en désignant Florence et Anaël. « Elle l'a toujours été. » Pendant un instant, Hélène sembla vaciller, puis son masque d'impassibilité reprit place. « Très bien, fais ce que tu dois faire, mais sache que tu ne récolteras que des cendres. » Elle se dirigea vers la porte. « Mon discours m'attend, à moins que vous ne souhaitiez m'accompagner sur scène. » Sa provocation était claire. Son assurance retrouvée, Louis échangea un regard avec Florence et Anaël. C'était le moment qu'ils attendaient, la confrontation publique, mais les révélations d'Hélène avaient changé la donne.
Nous te suivons, décida finalement Louis. Il est temps que la vérité éclate, toute la vérité, tandis qu'ils quittèrent la suite. Louis chuchota à Pierre, resté en retrait. Les documents sur l'adoption sont-ils authentiques? Le détective hocha la tête, l'air grave. Je le crains, mais cela ne change rien à ce qu'elle a fait. Au contraire, cela renforce le caractère manipulateur de ses actions. Louis acquiesça lentement. Sa mère avait peut-être gagné une bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans la salle du gala, d'autres personnes attendaient, des femmes, des hommes, des enfants devenus adultes, d'autres victimes du système mis en place par Hélène et ses semblables. Contactée secrètement par Pierre ces derniers jours, la tempête qui s'annonçait serait bien plus dévastatrice que ce qu'Hélène pouvait imaginer. La grande salle du palais des congrès scintillait sous les lumières des lustres en cristal. L'élite française était réunie, coupe de champagne à la main, bijoux étincelants et sourires de façade, 50 ans de la Fondation Carpentier, une dynastie philanthropique célébrée par tous, ignorant les ombres qui se cachaient derrière la façade rutilante. Hélène s'avança vers l'estrade, applaudie par l'assemblée. Sa démarche était assurée, son sourire parfaitement calibré. Derrière elle, à quelques pas, Louis, Florence et Anaël la suivaient. Plusieurs têtes se tournèrent, des murmures s'élevèrent. La présence de ces 3 personnes, marchant ensemble comme une famille, créait déjà une perturbation dans l'harmonie soigneusement orchestrée de la soirée. Madame Carpentier va prononcer son discours, annonça le maître de cérémonie. Le silence se fit. Hélène prit place au pupitre, balayant la salle du regard. Elle aperçut Pierre près de l'entrée, accompagné de plusieurs personnes qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Un frisson d'inquiétude la parcourut, mais elle le dissimula parfaitement. « Mesdames et messieurs, chers amis, » commença-t-elle, « c'est avec une fierté immense que nous célébrons ce soir 50 ans d'engagement de la Fondation Carpentier pour les plus démunis. » Son discours était rodé, chaque mot soigneusement choisi. Pendant qu'elle parlait, Louis, Florence et Anaël prirent place dans les premiers rangs. Florence observait cette femme qui avait orchestré sa destruction avec une fascination mêlée d'horreur. Cette élégance, cette assurance. Comment pouvait-on paraître si noble tout en ayant l'âme si noire? Depuis sa création, notre fondation a toujours eu pour mission de protéger les plus vulnérables, continuait Hélène, de leur offrir un avenir, une chance. Louis se leva soudainement. Comme tu l'as fait pour Florence Delacour, maman, lança-t-il d'une voix forte. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Hélène se figea un instant, puis reprit, imperturbable. Mon fils semble avoir quelques remarques à partager. Peut-être pourrons-nous en discuter après mon discours. Non, maman. Maintenant, Louis s'avança vers l'estrade, suivi par Florence et Anaël. Mesdames et messieurs, dit-il en se tournant vers l'audience. La Fondation Carpentier cache bien des secrets derrière sa façade philanthropique. Hélène fit un signe discret à la sécurité, mais Pierre s'interposa, accompagné de plusieurs journalistes qui l'avaient alerté. « Laissez-le parler », ordonna le détective. « Ce qu'il a à dire concerne l'intérêt public. » Louis regarda sa mère droit dans les yeux. « Il y a 25 ans, j'ai aimé une femme nommée Florence Delacour. Elle était enceinte de notre enfant quand ma mère l'a fait interner dans une clinique psychiatrique sur de fausses accusations. Après la naissance, notre fille a été envoyée dans un orphelinat et Florence a été séquestrée dans un couvent, puis victime d'un accident qui lui a fait perdre la mémoire. » Des exclamations choquées s'élevèrent dans la salle. Hélène gardait un visage de marbre, mais ses mains tremblaient légèrement. « C'est absurde, » répondit-elle enfin. « Mon fils traverse une période difficile suite à son diagnostic médical. Ces accusations sont le fruit d'un esprit perturbé. » Florence s'avança alors. « Je suis Florence Delacour. » Sa voix, douce mais ferme, porta dans toute la salle. L'élégance naturelle qui émanait d'elle captiva l'assemblée. Pendant 25 ans, j'ai vécu sous le nom de Marie Bonnet, sans souvenir de mon passé, sans savoir que j'avais une fille, sans savoir que l'homme que j'aimais ignorait tout de ma grossesse. Elle se tourna vers Hélène. « Vous m'avez volé 25 ans de ma vie, Madame Carpentier. Vous m'avez séparée de mon enfant. » Anaël s'avança à son tour. La ressemblance entre elle et Florence était si frappante que des murmures stupéfaits parcoururent la salle. « Je suis Anaël, leur fille. J'ai grandi dans un orphelinat, croyant avoir été abandonnée par ma mère. » Hélène les observait, calculant rapidement ses options. Le scandale était déjà là.
impossible à contenir. Vous semblez oublier, dit-elle finalement d'une voix glaciale, que Louis n'est pas un vrai Carpentier, adopté à la naissance. N'est-ce pas, Louis? Comment peux-tu trahir la famille qui t'a tout donné? Cette révélation provoqua une nouvelle vague de stupeur. Louis s'approcha du micro, imperturbable. Oui, je viens d'apprendre que je suis adopté, un secret de plus dans cette famille bâtie sur les mensonges. Mais cela ne change rien aux crimes commis. Pierre s'avança alors, accompagné d'un groupe de personnes, hommes et femmes de différents âges. Ces personnes ont toutes été victimes du même système, annonça-t-il. Des mères séparées de leurs enfants, des enfants privés de leurs origines, tout cela pour préserver les apparences de grandes familles. Une femme d'une 50aine d'années prit la parole. « J'étais à la clinique du Lac en 1992, enceinte du fils d'un industriel. On m'a pris mon bébé. J'ai mis 20 ans à le retrouver. J'ai été au couvent Sainte-Marie en 1995, enchérit une autre. Même histoire. D'autres témoignages suivirent. Créant une onde de choc dans l'assemblée, des journalistes prenaient frénétiquement des notes, des caméras discrètes filmaient la scène. Hélène regardait son empire s'effondrer en direct, puis, contre toute attente, elle sourit, un sourire froid, presque soulagé. « Vous pensez avoir gagné ?» dit-elle calmement. « Mais sachez une chose, je n'ai jamais agi seule. » Elle balaya la salle du regard. « Combien d'entre vous, ici présents, ont fait appel à nos services? Combien ont payé pour faire disparaître une erreur de parcours, une mésalliance, un scandale potentiel ?» Plusieurs visages dans l'assemblée pâlirent. « Si je tombe, je n'irai pas seule, » menaça-t-elle. Soudain, elle porta la main à sa poitrine. Chancela. Louis se précipita instinctivement pour la soutenir. « Maman !» Pour la première fois, une expression de vulnérabilité apparut sur le visage d'Hélène. « Je ne voulais que te protéger, Louis. » Toujours. Elle s'effondra dans ses bras. La salle s'agita. Quelqu'un cria d'appeler une ambulance. Florence s'approcha, aida Louis à allonger Hélène sur le sol. Leurs regards se croisèrent au-dessus du corps de cette femme qui avait failli détruire leur vie. « Est-elle » murmura Anaël. « Qui les avait rejoints ?»« Non » répondit Florence après avoir vérifié son pouls. « Mais c'est grave. » Dans l'agitation qui suivit, pendant que les secours arrivaient, Hélène saisit faiblement la main de Louis. Le coffre-fort. Dans mon bureau, le code est ta date de naissance. Tu dois savoir. Puis elle perdit connaissance. À l'hôpital, quelques heures plus tard, Louis, Florence et Anaël attendaient dans un silence pesant. Pierre les avait quittés pour gérer la situation médiatique qui explosait déjà sur tous les réseaux. Un médecin s'approcha finalement. Madame Carpentier est stabilisée. AVC massif, elle est consciente, mais... pressa Louis. Les dommages sont importants. Elle a perdu l'usage de la parole et du côté droit, son état cognitif, il est trop tôt pour le dire. Louis s'assit lourdement. Florence posa une main sur son épaule. « Tu veux la voir ?» Il hocha la tête. Incapable de parler, dans la chambre d'hôpital, Hélène Carpentier semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Son regard, autrefois si perçant, paraissait confus, perdu. Quand elle vit Louis, une lueur de reconnaissance s'alluma dans ses yeux. Elle essaya de parler, mais seuls des sons incohérents sortirent de sa bouche. Louis s'approcha et prit sa main. « Je te pardonne, maman, » dit-il doucement. « Pas pour toi, pour moi, pour pouvoir enfin vivre libre de cette haine. » Une larme coula sur la joue d'Hélène. Impuissante, diminuée. Elle qui avait toujours contrôlé chaque aspect de sa vie se retrouvait prisonnière de son propre corps. En sortant de la chambre, Louis retrouva Florence et Anaël. « Nous devons aller voir ce coffre, » dit-il. « Découvrir ce qu'elle voulait que je sache. » Florence acquiesça. Et ensuite, Louis regarda ces deux femmes qui étaient devenues en quelques jours le centre de son univers. Ensuite, « Nous essaierons de réparer ce qui peut l'être, pour toutes les victimes. » Anaël serra la main de sa mère, puis celle de Louis. « Ensemble, » dit-elle simplement. La tempête médiatique ne faisait que commencer. L'Empire Carpentier tremblait sur ses fondations. Mais dans cette tourmente, 3 personnes avaient enfin trouvé l'ancrage qui leur avait manqué pendant 25 ans. Une famille. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation au Palais des Congrès. L'automne paraît désormais Paris de teinte dorée, un contraste saisissant avec la tempête médiatique qui avait balayé la France tout l'été. Louis contemplait la scène depuis son nouveau bureau.
Plus modeste que celui du siège des entreprises Carpentier, il offrait néanmoins une vue apaisante sur le fleuve et ses bateaux-mouches. Sur son bureau, plusieurs journaux étalèrent les derniers développements de « l'affaire Carpentier », comme on l'appelait désormais, le réseau d'internement forcé démantelé, titrait l'un, 28 victimes identifiées, annonçait un autre. L'ex-directeur de la clinique du Lac mis en examen, révélait un troisième. Un coup discret à la porte interrompit sa lecture. Florence entra, rayonnante dans un tailleur bleu marine qui soulignait l'éclat retrouvé de son regard. « Les invités commencent à arriver », annonça-t-elle. Louis hocha la tête et se leva. Il s'approcha d'elle et effleura doucement sa joue. « Comment te sens-tu » ? Nerveuse, heureuse, terrifiée, tout à la fois. Il sourit. « Moi aussi. » Ensemble, ils descendirent au rez-de-chaussée du bâtiment. Un espace élégant avait été aménagé pour l'inauguration officielle de la Fondation Racine de Florence. Des dizaines de personnes étaient déjà présentes, journalistes, personnalités, mais surtout des femmes et des hommes, aux visages marqués par des histoires similaires à celles de Florence. Anaëlle les accueillit à l'entrée de la salle, resplendissante dans une robe émeraude. « Tout est prêt », dit-elle avec cette assurance qu'elle avait développée ces derniers mois. Les médias sont là, les représentants du ministère aussi. Louis serra brièvement sa main. Leur relation avait évolué lentement, prudemment. Pas encore celle d'un père et sa fille, mais une complicité grandissante, un respect mutuel, une affection qui s'épanouissait jour après jour. Sœur Thérèse était assise au premier rang. Fragile mais déterminée, elle avait été un témoin crucial dans l'enquête, détaillant le fonctionnement du réseau, les complicités, les couvertures. Sa présence aujourd'hui était symbolique. Pierre Moreau se tenait en retrait, discret comme toujours. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Il avait refusé toute publicité, préférant l'ombre à la lumière, mais son regard satisfait trahissait sa fierté. « Il est temps », murmura Florence. Louis acquiesça et la suivit sur l'estrade, Anaëlle à leur côté. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, « merci d'être présents pour l'inauguration de la Fondation Racine de Florence. » Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. « Il y a 3 mois, vous avez découvert les actions criminelles orchestrées par ma mère et ses complices. Un système qui a séparé des mères de leurs enfants, détruit des vies, tout cela au nom de la préservation d'un certain ordre social. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. La fortune des Carpentiers a été bâtie en partie sur ces injustices. Il était donc naturel qu'elles servent désormais à les réparer. Il se tourna vers Florence, l'invitant à prendre la parole. Elle s'avança, émouvante de simplicité et de dignité. « Je m'appelle Florence Delacour. Pendant 20 ans, j'ai vécu comme Marie Bonnet, sans souvenir de mon passé, sans savoir que j'avais une fille. Sa voix, douce mais ferme, captivait l'auditoire. Notre histoire aurait pu n'être qu'une tragédie de plus, mais nous avons choisi d'en faire le point de départ d'une renaissance. » Elle expliqua les missions de la nouvelle fondation. Retrouver les victimes de ce réseau, les aider à se reconstruire, soutenir les mères isolées, créer des foyers pour jeunes sans famille. Anaëlle prit ensuite la parole, détaillant les aspects plus concrets, les partenariats avec des associations, les programmes d'aide juridique et psychologique, les bourses pour enfants élevés en orphelinat. Quand la conférence de presse s'acheva, les 3 restèrent un moment sur l'estrade, formant sans le vouloir un tableau saisissant, une famille brisée, puis reconstruite. Les flashs crépitèrent, immortalisant cet instant. Plus tard ce soir-là, Louis traversa Paris en taxi. Il demanda au chauffeur de s'arrêter devant le Grand Véfour, ce restaurant où tout avait commencé. Il y entra, demanda une table pour une personne. C'était la première fois qu'il revenait ici depuis sa rencontre avec Anaëlle. L'endroit n'avait pas changé. Toujours aussi élégant, feutré, intemporel. Il commanda un Macallan, comme ce fameux soir. Le serveur lui apporta son verre, avec la même déférence qu'autrefois. Mais quelque chose avait changé. Louis avait changé. Son téléphone vibra. Un message de son médecin. Résultat IRM encourageant. L'anévrisme semble stabilisé. Discutons des options thérapeutiques demain. Il sourit doucement. Un sursis, peut-être plus. Le temps de construire quelque chose de significatif avec Florence et Anaëlle. Le temps de réparer, autant que possible, les dégâts causés par sa famille. En quittant le restaurant,
Il laissa sur la table un généreux pourboire et une enveloppe à l'intérieur. Une lettre pour le propriétaire, lui proposant d'offrir des formations en restauration aux jeunes de la fondation. Il griffonna également quelques mots sur une serviette en papier. L'amour ne se défait pas avec le temps, il se transforme. À l'hôpital Saint-Joseph, Florence poussait doucement le fauteuil roulant d'Hélène dans le jardin. La vieille femme, diminuée par son AVC, regardait fixement devant elle, le visage à moitié figé. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ?» dit Florence doucement. Hélène ne répondit pas. Pouvait-elle seulement comprendre? Les médecins n'étaient pas certains de l'étendue des dommages cognitifs. « La fondation a été inaugurée aujourd'hui, » continua Florence. « Louis aurait voulu que vous le sachiez. » Un léger tremblement de la main gauche d'Hélène, sa seule main encore mobile, fut sa seule réaction. « Je ne viens pas chercher votre pardon, ni vous offrir le mien, » expliqua Florence. « Mais Louis a besoin de savoir que quelqu'un veille sur vous, et j'ai choisi de le faire. » Elle arrêta le fauteuil près d'un banc et s'assit face à Hélène. « Ce n'est pas par bonté d'âme, c'est pour me libérer, pour avancer. » Le regard d'Hélène croisa le sien, un regard où la confusion se mêlait à quelque chose d'autre, de la reconnaissance, du regret. Impossible à dire, Florence sortit une photo de son sac. Anaël et Louis, côte à côte lors de l'inauguration. Votre fils et votre petite-fille, ils font de grandes choses ensemble. Une larme coula sur la joue paralysée d'Hélène. Florence la recueillit délicatement avec un mouchoir. Le coffre-fort dans votre bureau. Nous avons trouvé les documents, sur l'adoption de Louis, sur ses parents biologiques. Elle hésita, puis continua. Il sait maintenant qu'il est le fils d'une jeune femme que vous avez vous-même aidée 20 ans avant moi. L'histoire se répète, n'est-ce pas? Hélène ferma les yeux, comme pour échapper à ses paroles. Il a décidé de ne pas chercher sa famille biologique. Pas maintenant. Il dit avoir déjà trouvé ce qu'il cherchait. Dans son petit appartement d'Annecy, Anaël déballait ses cartons. Elle avait décidé de garder ce lieu, d'y venir régulièrement, pour ne pas oublier d'où elle venait, qui elle était. Sur la table, son ordinateur affichait les premiers résultats de ses recherches pour la fondation. Une liste de noms, de dates, de lieux, des schémas complexes montrant les liens entre différentes institutions, différentes familles. Son téléphone sonna. C'était Florence. « Comment va-t-elle » demanda Anaël. « Comme toujours, présente et absente à la fois. » Un silence. « Tu rentres bientôt » demanda Florence. « Demain, j'ai encore quelques affaires à régler ici. Louis nous invite à dîner pour célébrer le lancement. » Anaël sourit. « Dis-lui que je serai là. » Après avoir raccroché, elle retourna à ses recherches. Parmi les documents récupérés dans le coffre d'Hélène, elle avait découvert des indices sur d'autres cas similaires, remontant aux années 70, 80. D'autres femmes, d'autres enfants, d'autres histoires brisées. Son travail ne faisait que commencer. Le lendemain soir, au Grand Véfour, Louis attendait. Florence arriva la première, puis Anaël. Ils s'installèrent à cette même table où tout avait commencé. « À la fondation », proposa Louis en levant son verre. « À la vérité », ajouta Florence. « À notre famille », compléta Anaël. Leurs verres tintèrent, scellant une promesse tacite, celle de transformer une histoire brisée par la covardie en quelque chose de plus grand, de plus noble, une histoire de rédemption. De l'autre côté de la rue, sous la pluie qui commençait à tomber, Pierre Moreau observait la scène à travers la vitre du restaurant. Il sourit avec satisfaction, remonta le col de son imperméable et s'éloigna dans la nuit parisienne. Sa mission était accomplie et les racines avaient retrouvé leur terre,